Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. On regarde les titres de ce 23 mai. Le printemps extrêmement pluvieux en Touraine, conséquences sur notre consommation. Une enquête pour vous dans ce journal. Enfin, législative, on s'intéresse ce soir à la première circonscription d'Indre-et-Loire. Nous ferons le poids sur tous les candidats. Et puis, on terminera avec un promoteur tourangeau récompensé pour son projet novateur. Bonsoir, vous l'avez remarqué, le printemps arrive enfin. Aujourd'hui, les températures étaient plutôt agréables après 2 mois exécrables, gris et très pluvieux. Des conditions météo qui ont un impact sur nos modes de consommation. Clairement, les produits d'été ne se vendent pas à Tours. Enquête d'Anaïs Michaud. Températures fraîches, bruines, quand ce ne sont pas plutôt de fortes pluies, les mois d'avril et mai n'ont pas offert la douceur printanière escomptée. Mois d'avril très pluvieux, mais qui ne fait en fait que rattraper le retard qu'on avait pris depuis janvier, puisqu'on a eu 3 mois très secs. On avait 10, 15, 20 mm par mois. Donc en 3 mois, on a pris 2 mois de retard. En un mois, on en a rattrapé un. Et ce mois de mai, on est en train de rattraper encore le dernier mois de retard. Donc on est en train de revenir à la normale grâce à ces 2 mois très pluvieux. Avec 122 mm d'eau au lieu de 55, en 2012, nous avons eu le 3e mois d'avril le plus pluvieux depuis 1961. Des pluies attendues dans le monde agricole, un peu moins pour les autres. Alors que l'an dernier, le printemps avait été l'occasion de profiter du jardin, cette année, on reste bien au chaud chez soi et cela se ressent dans le commerce. Les rayons mobilier de jardin accusent une baisse des ventes d'environ 30% par rapport à 2011 et un beau mois de juin ne suffira pas à changer la donne. Un chiffre qui est perdu, c'est un chiffre perdu, c'est clair et net. Il n'y a pas de récupération, c'est un peu plus compliqué. En sachant que vraiment le début de saison était vraiment, on va dire, pourri, comme le temps. Peut-être qu'on va récupérer un peu sur le mois de juin, j'en suis pas sûr. Mais la pluie n'est pas la seule tare de ces 2 derniers mois. Les températures n'ont pas été non plus à la hauteur de nos espérances. Du coup, si les barbecues sont bannis, les plats d'hiver, eux, ont toujours la cote. Qu'est-ce qu'ils font de mieux? Déjà pas de brochette, pas pour l'instant. Ne serait-ce encore dimanche matin, on m'a demandé du pot-au-feu, du bourguignon. S'il fait pas beau, les gens ils restent sur leur petit plat mijoté. Et pour ceux qui attendaient en vain le soleil, sachez qu'il devrait être au rendez-vous les prochaines semaines. Si quelques averses ponctuelles sont encore possibles, les températures seront en hausse. Elles devraient même être supérieures au normal de saison. La Madoff Tourangelle remise en liberté. Sylviane Hamon, libérée au terme légal de sa détention provisoire. Une remise en liberté de courte durée, puisqu'elle n'a pas respecté l'interdiction de séjour en Indre-et-Loire prononcée à son encontre. Un mandat d'arrêt a été délivré par la Cour d'appel. Je vous rappelle qu'elle est l'auteur d'une escroquerie de plus de 3 millions d'euros. Le Tourangeau Tatex Express racheté par le géant FedEx. Cette opération permettra à la firme américaine de devenir le leader européen de la messagerie rapide. Cette transaction doit être approuvée par les autorités de la concurrence. Tatex, dont le siège est dans le quartier des Deux Lions à Tours, réalise un chiffre d'affaires de 150 millions d'euros par an et emploie 1 millier de personnes en France. Économie toujours, on s'intéresse ce soir à un secteur en pleine expansion qui a du mal à recruter, la vente directe à domicile qui a rapporté plus de 3 milliards d'euros en 2011. En France, ils sont 450 000 vendeurs. À Tours, un salon se tenait aujourd'hui. Brian Bock. Des produits de régime en passant par les crèmes jusqu'aux accessoires coquins, la vente directe permet de proposer toutes sortes de produits directement au domicile du consommateur sans passer par un intermédiaire. Si l'acheteur peut faire de réelles affaires, pour le vendeur, la vente directe peut s'avérer très fructueuse. On peut gagner très bien sa vie. Soit on fait un complément de salaire en faisant ce genre de métier-là, ou on en fait son activité principale et on peut gagner forcément beaucoup d'argent. Tout dépend de l'investissement que l'on met à faire ce genre de métier. Ce métier s'est fortement développé. En 15 ans, l'évolution du chiffre d'affaires des adhérents à la Fédération de la vente directe a presque doublé. Cette progression s'explique notamment par l'attractivité du métier. Pas d'investissement majeur à faire, un contact proche avec le client et une organisation du temps de travail à la carte. C'est très plaisant, très agréable. On se sent utile. C'est un métier qui me convient, j'aime bien être en contact avec les gens. On peut très bien gagner sa vie en faisant du mi-temps.
Donc quand on a une famille avec des enfants, c'est vrai que ça permet d'avoir du temps. Cette année en France, plus de 25 000 emplois sont à pourvoir dans le domaine. Malheureusement, ce métier est encore méconnu du grand public et des demandeurs d'emploi. Vous allez à Pôle emploi, il y a le marché ouvert et le marché caché. Nous, notre métier ne se fait connaître que par le bouche à oreille. C'est ce qu'on appelle le marché caché. Donc évidemment, ça va beaucoup plus lentement. C'est pour ça qu'on n'arrive pas à recruter autant que l'on voudrait. Et pourtant, nous avons des entreprises dans la vente directe qui recrutent énormément. Travailler en tant qu'acheteur-revendeur, mandataire ou créer sa propre entreprise sous la forme d'auto-entrepreneur, plusieurs statuts légaux existent pour faire le métier de vendeur à domicile. Si ce métier présente beaucoup d'avantages, encore faut-il être autonome et créer son propre réseau afin de pouvoir vendre ses produits. Législative à 17 jours du premier tour le 10 juin prochain. On s'intéresse ce soir à la première circonscription d'Indre-et-Loire, celle qui comprend la ville de Tours. 14 candidats pour un fauteuil de député. Une circonscription où la droite part divisée alors que le député PS sortant fait figure de favori. On fait le point avec Florent Carrière. Sur la première circonscription d'Indre-et-Loire, le premier tour des législatives sera bien une primaire, comme l'ont voulu les pères de la Constitution de 1958. 14 candidats et pas un de moins, les électeurs auront leur choix. Le Front de gauche, par exemple, troisième force politique de la circonscription, dont la candidature est incarnée par Josette Blanchet, la conseillère municipale de Tours, qui n'est pas là pour faire de la simple figuration. Plus le Front de gauche aura des voix, même si, comment dirais-je, il y a des circonscriptions où le Front de gauche n'aura pas de député, mais ça sera très important parce qu'on exigera, avec le député élu, on exigera que sera porté l'intérêt de ce qui a été mis dans l'urne. Pour Josette Blanchet, ici, pas de vote utile. Le Front de gauche doit peser lourd. De son côté, Jean-Patrick Gille, le favori au terme de son premier mandat, parle de gauche plurielle. Pas d'inquiétude chez lui, dans tous les cas à gauche, le désistement républicain s'appliquera. Je crois que la présidentielle déjà a montré la volonté de se rassembler et de travailler ensemble. Je pense qu'avoir une gauche monolithique ne serait pas non plus une excellente chose. Donc il faut trouver, et je crois que nous l'aurons, le système qui permet que les différentes sensibilités de la gauche soient représentées au Parlement. Mais pour le député PS sortant, il faut surtout mobiliser, éviter la cohabitation, car la gauche part divisée, 7 candidats sur la une. Mais c'est sans compter sur la droite, où là, les divisions s'accompagnent de son lot d'attaques contre l'UMP Nouveau Centre et Guillaume Pelletier. Une guerre intestine entre lui, l'ancien UMP PCD Thibault Coulon, et en élargissant le radical Christophe Boucher. Une guerre où chacun souhaite prendre sa place pour la suite, à savoir notamment le leadership de la droite à Tours. Je ne sais pas quelles sont les ambitions à 3 temps des uns et des autres. Moi, je ne vous dis, je n'ai qu'une ambition, c'est d'offrir à la France et à la Touraine une majorité de la droite et du centre, une majorité d'équilibre, et puis d'incarner, comme je l'ai fait aux élections cantonales, vous savez, 49,3% l'année dernière, ça n'est pas rien, d'incarner le rassemblement, le renouveau et la dynamique. Je suis challenger, mais ce n'est pas toujours le favori qui gagne aux élections législatives. Pour Guillaume Pelletier, c'est certain, le duel l'opposera à Jean-Patrick Gille. Et le MoDem dans tout ça. Pour ces législatives, sur la une, la candidature centriste est incarnée par Fanny Siouville. Question de parité oblige, le patron du MoDem en Indre-et-Loire, Pierre Commandeur, lui a laissé la place. Effectivement, il va y avoir un vote à 2 tours. Mais le vote utile n'est pas n'est pas le vote PS ou le vote UMP. Et l'objectif serait de faire au moins 5%, évidemment. Au MoDem, pas question de parler du second tour, encore moins de consignes de vote. Mais en Indre-et-Loire, le MoDem regarde plus sur sa gauche. Enfin, le Front National, quel score réalisera-t-il dans cette élection? Sur la circonscription, Marine Le Pen avait totalisé 10% des voix à la présidentielle. Une triangulaire avec le FN semble donc impossible. Le deuxième tour sera bien, vraisemblablement, un duel entre le favori et le challenger. Et donc 14 candidats qui se présentent sur la première circonscription d'Indre-et-Loire. Si l'on zoome sur tous les partis représentés, on retrouve notamment Lutte ouvrière, Alliance écologiste indépendante, le nouveau parti anticapitaliste et Alliance royale. Et puis demain, nous nous intéresserons à la 3e circonscription du Loir-et-Cher. À Saint-Pierre-des-Corps, cet après-midi, l'association des Robins des Toits a manifesté contre l'installation d'une antenne relais Free qui devrait être bientôt installée en face d'une école maternelle. Ils étaient une quinzaine, vous le voyez, à manifester. On écoute le président de la Fédération des parents d'élèves.
On s'en inquiète, c'est-à-dire qu'on n'est pas très rassuré d'une antenne relais aussi proche d'une école maternelle, sachant qu'en plus derrière l'école maternelle il y a le pôle petite enfance. On a entendu, on a des craintes, c'est sûr, on n'est pas certain de ce que ça va se passer, de ce qui peut se produire. Le développement des études qui montrent de plus en plus qu'il y a des nocivité sur les antennes relais, des organismes assez sérieux commencent à dire qu'il y a de la nocivité, donc à partir de là, on s'inquiète d'avoir une antenne relais aussi proche qui puisse rayonner. C'est une bonne nouvelle pour l'immobilier tourangeau. Le promoteur Adprom vient de recevoir le prix régional des pyramides d'argent qui récompense les projets les plus novateurs, la Nef. Il s'agit de l'ancien centre de tri postal situé près de la gare de Tours qui va être réhabilité pour donner naissance à un étonnant ensemble de 13 000 m² de bureaux et de logements. Jérôme Alain. 105 mètres de long, 36 mètres de large, 25 mètres de haut. Ce sont les mensurations de la future Nef. La Nef, projet immobilier mené par le promoteur Adprom, doit être livrée courant 2013 et prévoit 85 logements, une pépinière d'entreprise et des locaux administratifs. Le coût de la réhabilitation s'élève à 18 millions d'euros. Un projet ambitieux et novateur au cœur de la ville où le futur bâtiment sera énergétiquement autonome. C'était une épave énergétique, on a travaillé à la fois avec la géothermie. Le bâtiment avait aussi une particularité, c'est qu'il était très long, très plat. Donc on a pu travailler aussi avec des panneaux photovoltaïques, on va avoir 1500 m² de panneaux photovoltaïques. Et puis on va travailler avec après des choses plus classiques, du bâtiment BBC, isolation par l'extérieur, VMC double flux. Le projet a nécessité 5 ans d'études et de réflexion pour imaginer la réhabilitation sur un site peu adapté, mais qui pour le coup cachait de nombreux avantages en termes de structures existantes. Des structures solides et viables, puisqu'au mètre carré, l'ancien centre de tri postal supporte des charges d'1 tonne, ayant permis aux architectes une certaine liberté de construction. On va mettre des maisons sur le toit, il y a 10 maisons sur le toit qui vont être des maisons assez intéressantes, assez particulières, qu'on n'aurait pas la capacité de faire si on avait, je dirais, pas la structure qu'on a aujourd'hui existante. C'est la structure existante qui nous permet de réfléchir et de s'aventurer peut-être assez loin dans la charge qu'on va amener au bâtiment. Outre les 10 maisons sur le toit, de 100 à 120 m², 75 appartements seront livrés pour 2013 du studio au T6. Le prix au mètre carré avoisine les 3 500 €. Aujourd'hui, les 10 maisons ont déjà trouvé preneur. La Nef se révèle être en tout cas comme un projet au cœur des nouvelles préoccupations de consommation d'énergie et en avance sur son temps, puisque les normes énergétiques développées sur la Nef ne devraient pas être imposées dans l'Hexagone avant 2030. Les entreprises de la région font du business au Maroc. Plusieurs entrepreneurs rentrent de la région de Meknès où ils ont participé à un voyage dans le cadre de la coopération décentralisée avec des élus du conseil régional. Objectif, tisser des liens grâce notamment au Cercle Maghreb qui regroupe une vingtaine d'entreprises de la région. Florent Carrière. À quelques kilomètres de la ville de Meknès, un site en plein développement, celui d'Agropolis. À terme, ce sont pas moins de 600 hectares qui seront occupés par des entreprises de tout secteur au service de l'agriculture. Plateforme logistique, agro-industrie, transformation, recherche et développement. Agropolis est à l'image d'un Maroc qui se modernise. Un Maroc qui a notamment adopté un plan vert pour ici, localement, développer les productions de fruits et légumes, de céréales ou encore de production animale. Le plan Maroc vert, il vise à doubler, voire à tripler certaines filières, production de filières à l'horizon 2020. Et une partie de cette production sera orientée vers la transformation pour mieux valoriser le produit et dégager plus de valeur ajoutée. C'est pour ça que M. Bahi, dans son exposé, a parlé d'un prix de revient. Ce matin-là, la délégation régionale du centre a fait escale sur le site. En son sein, 3 chefs d'entreprise, tous font partie du Cercle Maghreb. Des chefs d'entreprise qui pourraient s'implanter ici dans un même bâtiment et profiter de terrains à bas coût de 250 à 400 dirhams par mètre carré, soit 25 à 40 € seulement. C'est le cas de cet entrepreneur dont la société fabrique du matériel agricole. Avoir une petite unité de montage, ça c'est quelque chose qui peut être envisagé. Et puis après, dans un deuxième temps, ce qui peut nous intéresser, c'est venir avec des machines sur le site pour montrer exactement ce que c'est que l'agriculture moderne. Objectif pour lui, 10 à 15% de l'activité réalisée au Maghreb d'ici 5 ans. Alors ce matin-là,
Patrice Poirier est particulièrement intéressé par la visite de l'ENA, l'École nationale d'agriculture, qui forme les futurs ingénieurs et agriculteurs. Une visite qui a finalement concrétisé un autre objectif, y placer 2 machines destinées à la formation. Pour l'instant, je ne sais pas. On n'a pas parlé d'argent. Mais bon, pour moi, le but, de toute façon, c'est d'obtenir des références. Donc, si on doit faire un geste, on fera un geste. Parce que, comme je l'ai dit, c'est vrai que nous, ce qui nous intéresse, c'est de venir là sur le long terme. 2 machines qui pourraient ainsi créer de la demande ultérieurement. Pour l'instant, les échanges économiques entre les 2 régions sont difficilement quantifiables. Mais bon baromètre, la présence des entreprises de la région centre au SIAM, le salon de l'agriculture du Maroc qui se tient à Meknès chaque année. Aucune entreprise il y a 2 ans, 8 cette année, avec en outre des demandes pressantes de devis. Et on termine ce journal avec cette nouvelle campagne nationale lancée aujourd'hui. Ce spot publicitaire que vous allez voir et qui est destiné aux motos, les motards qui sur la route sont particulièrement vulnérables. En 2011, ils sont en effet 772 à avoir perdu la vie sur les routes de France. En Indre-et-Loire, 2011 a même été une année noire. 12 motards tués dans des accidents, soit un quart des tués sur les routes du département. Pourtant, ils ne représentent qu'1,5% du trafic. Regardez. Chaque jour, le motard risque sa vie. Mais tout ça est vite oublié quand, enfin, il peut libérer sa moto. À moto, le plus grand danger, c'est de penser qu'il n'y en a pas. Voilà, c'est ainsi que se termine notre journal. Dans un instant, Véronique Castellotti sera sur ce plateau. Elle est professeure en sciences du langage et avec elle, nous parlerons de la langue française dans le monde. À tout de suite.